faire le choix de la difficulté, c'est souvent le bon choix. Une expérience difficile crée plus de barrières à l'entrée, on en tire plus de profit par la suite. J'ai toujours su que ce à quoi j'aspirais était de monter un business. J'ai cru lire que tu avais mentionné récemment que vous avez atteint 100 000 utilisateurs en 4 ans. Je pense qu'on doit être à 250 000 utilisateurs. On peut être une boîte avec une très petite équipe, avec des revenus qui sont insolents. Mon rêve, ce serait d'arriver à 100 millions d'euros de revenus avec moins de 100 personnes. J'avais un peu, en toute transparence, la vision de Folk, tu sais, en mode Startup Nation française. Non, moi je déteste ça, les boîtes où t'as des baby-foot à l'entrée. Je m'attendais un peu à ça. Mais je suis content. Vraiment, c'est ce qui nous donne de l'urticaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur qui a décidé de repenser un outil que tout le monde utilise et que personne n'aime vraiment, le CRM. Simone Mendes est un entrepreneur franco-marocain, il a donc grandi au Maroc et pour la petite anecdote, nous étions à l'école primaire ensemble, c'était donc assez amusant de le retrouver 20 ans plus tard dans les studios de Podspace à Paris. Après ça, il est donc parti faire ses études à Paris, notamment à HEC et à Polytechnique. Il est passé par McKinsey puis Morgan Stanley pour ses premières expériences professionnelles. Et son parcours a abouti à la création de Folk, un CRM no-code, un outil intuitif pensé pour les équipes modernes. En 4 ans, Folk a séduit plus de 200 000 utilisateurs, a été élu produit du mois sur Product Hunt et s'est imposé comme une alternative crédible face aux géants du marché. Mais derrière cette success story, il y a une vision, une stratégie et des choix forts qui ont fait son succès. Dans cet épisode, on va parler de croissance, de différenciation et de la manière dont Simo envisage l'avenir de la gestion des relations. Petit rappel avant de commencer, n'oubliez pas que si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à quelqu'un qui, comme vous, pourrait l'aimer. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est donc avec Simone Mendes que je vais laisser du coup s'introduire. Bonjour à tous, merci de m'avoir sur le podcast. Simone Mendes, 30 ans, fondateur de Folk, franco-marocain, camarade de classe à nos jeunes années de Kylian sur les bancs d'Ernest Renan et ravi d'être là. Trop bien, merci. Belle intro. Pour le coup, tu as intro le fait qu'on effectivement on a grandi tous les deux au Maroc ensemble à Renan. C'était il y a un petit moment quand même, ça fait une bonne vingtaine d'années, voire plus là. Petite question pour rentrer un peu dans le vif du sujet tout de suite. En plus, ça fait rebond, c'est cool. Comment t'étais quand t'étais jeune? T'as grandi du coup au Maroc, comme tu l'as dit, à Casablanca. Mais c'était qui en fait le jeune Simo? La première chose, je dirais, c'était que j'ai eu une enfance très heureuse, pleine de rêves. J'ai toujours eu un côté un peu rêveur et en particulier de rêves liés au monde du business. Je pense que en étant jeune, j'ai eu peut-être 2000 idées de différents business que j'ai voulu faire et j'étais aussi assez inspiré par le fait d'être dans une famille d'entrepreneurs, donc de voir des gens au quotidien qui montaient des business et qui géraient des business. Mais donc, ouais, globalement, je dirais que j'ai eu une enfance heureuse et pleine de rêves. Ok. Est-ce que tu penses que tu l'as dit, t'es franco-marocain. Est-ce que cette double culture, tu penses qu'elle joue un jeu un peu là-dedans? Parce que moi, ma propre analyse, c'est que le Maroc a un côté très entrepreneurial, je trouve, dans toutes les couches, tu vois, sociales, politiques même du pays. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu fais une corrélation ou pas du tout? Je pense que évidemment le Maroc, c'est une part super importante de ma personnalité, de mon identité. En effet, je me retrouve bien dans ce que tu dis, en particulier qu'il y a un côté sens de la débrouille au Maroc, où on apprend à faire parfois beaucoup avec peu, à être créatif. Honnêtement, on voit ça à tous les niveaux de la société. Et je pense que oui, que ça fait un peu partie de moi et de mon identité. Quand t'as grandi au Maroc, t'as fait Lyoté toi après, c'est ça, après Renan. Après le bac, je crois que t'avais un parcours t'as fait un beau parcours, je pense. Déjà, après le bac, t'es venu en France, non? Yes, exactement. Ok. Paris, du coup? Paris, j'étais en prépa. Ok. Prépa HEC? En prépa HEC. Ok. Pourquoi avoir fait le choix de Paris, HEC, etc.? Honnêtement, ce que je me suis toujours dit, c'est que je suis quelqu'un qui valorise beaucoup l'effort, okay. Qui valorise beaucoup, je pense que
le fait de travailler, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime le sentiment d'avoir beaucoup investi sur un sujet et d'en voir l'impact plus tard. C'est l'image que je me faisais de la prépa, de 2 ans super intense, où j'allais apprendre plein de choses, avoir galéré sur certains sujets, me tromper, faire des erreurs, mais où au bout de 2 ans j'aurais grandi et je serais l'image que je m'en faisais, c'est que je serais une machine de travail. Et donc j'ai voulu m'essayer à ça. En général, je dirais une des leçons que j'en ai tirées, c'est que faire le choix de la difficulté, c'est souvent le bon choix. Ok, ok. Intéressant. Pourquoi? Dans quel sens? Dans le sens, ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est privilégier la facilité au début, c'est rendre la suite plus difficile, alors que globalement. Exactement, et que je regrette pas l'effort. Ouais. Je regrette pas l'effort parce que choisir une expérience, ne pas choisir une expérience parce qu'elle est difficile. Oui. En tout cas moi dans mon système interne, et pas un mode de prise de décision que je favorise, parce que souvent une expérience difficile crée plus de barrières à l'entrée, et on en tire plus de profit par la suite. Ok. En fait, toi, tu l'as un peu pris comme un challenge, si je comprends bien. C'est un truc en mode, ok, la prépa c'est dur, HEC au final c'est dur, parce que derrière t'as fait Polytechnique. C'est ça, si je me trompe pas. Exactement. Donc c'est clair que t'as pas choisi la facilité à chaque fois. Mais toi, pour toi, c'était c'était une vision de te dire c'est difficile, il va falloir y aller, quoi. C'est difficile, va falloir y aller. Je vais tirer beaucoup d'impact à titre personnel et d'enseignement à titre personnel du fait d'avoir travaillé dur. Et il y a une forme également de plaisir dans l'effort, Ok. que moi je valorise beaucoup. Au même titre que quand on fait quand on fait du sport et que c'est dans l'effort qu'on prend le plus de plaisir. Je pense que dans le rapport au travail, je retrouve quelque chose d'assez similaire. Ok, ouais, c'est un process interne que t'as en fait qui est ok, hyper intéressant. Du coup, quand tu sors t'as fait Polytechnique après ou avant HEC? Polytechnique, c'était un double diplôme dans le cadre de ma dernière année à HEC, du master entrepreneur. Ok, ah oui, donc du coup, dernière année en master entrepreneur. Je crois que tu as monté un projet pendant cette dernière année ou peut-être avant, mais notamment avec des gens avec qui on a grandi ensemble à Casa. C'était quoi du coup ce projet? Pourquoi l'avoir monté? Alors j'ai monté plein de projets quand j'étais à HEC, plein de choses différentes, Ok. parce que j'avais un peu une boulimie de faire des choses après 2 années de prépa où tu es super stimulé, et où ensuite tu te retrouves sur un campus avec beaucoup de temps. Donc j'ai monté plein de projets, mais je pense que ce à quoi tu fais référence, c'est un projet qui s'appelle Seed Project. Donc c'est une organisation qu'on a créée avec 5 personnes, enfin moi plus 4 autres personnes, dans le cadre de laquelle on a levé des fonds, un peu plus de 100 000 euros, pour faire un tour du monde qui allait nous permettre d'identifier les technologies agricoles qui allaient permettre d'augmenter les rendements agricoles. On a fait un peu moins d'une dizaine de pays, et on a rencontré plus d'une centaine d'entrepreneurs, et ça a été très riche comme expérience, je pense parce que aussi de se confronter à autant d'entrepreneurs différents, ça a renforcé davantage mon envie de créer mon propre business. Ouais, je comprends. Mais du coup, à HEC, tu disais que tu avais fait HEC, master entrepreneur, du coup. Pourquoi avoir fait le choix du master entrepreneur? Pour plusieurs raisons. La première, je pense que je mentionnais, était que j'ai toujours voulu entreprendre. Je suis né dans une famille d'entrepreneurs. J'ai toujours été confronté à ça, et ça m'a jamais. J'ai toujours su que ce à quoi j'aspirais était de monter un business, et que ce processus, pas forcément un software, pas forcément un business dans la tech, mais que le processus entrepreneurial était quelque chose qui me plaisait. Le fait de créer quelque chose de zéro, de le faire grandir comme un bébé, comme une plante. Okay. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pendant HEC, j'ai eu l'opportunité de faire des expériences en banque d'affaires et en conseil, qui sont un peu les deux voies qu'on considère comme les cases à cocher quand tu fais une école de commerce, chez Morgan Stanley, chez McKinsey, où
là encore, j'ai pas vraiment fait le choix de la facilité. C'est des stages qui étaient difficiles. Je travaillais beaucoup. C'était super exigeant. J'ai beaucoup appris. Je pense que ça a été super formateur, mais je me voyais pas retourner là-bas. Ça a confirmé finalement mon intuition qui est ce pourquoi je suis fait. C'est pour entreprendre, c'est pour créer un business. C'est ce dans quoi je vais le plus m'épanouir. Et le troisième point étant que pendant Seed, j'ai été amené à rencontrer 100 entrepreneurs, des profils complètement différents, à des stades de maturité différentes d'entreprises, dans des pays qui ont rien à voir en termes de niveau de développement, tant des entrepreneurs en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Australie, aux États-Unis, qui s'adressaient à des thématiques différentes. Mais ce que j'ai retrouvé chez chacun d'entre eux, c'est cette espèce d'énergie vitale qui les anime, le feu sacré. Ouais, ce petit feu sacré. Et j'ai juste eu envie de ressentir la même chose, d'avoir la même chose qui brûle en moi. Ouais, je comprends. Du coup, tu l'as mentionné, t'as fait des stages. Je savais pas que c'était des stages. Je pensais que t'avais bossé en fait après HEC chez McKinsey et Morgan Stanley. Mais du coup, en fait, je te posais notamment la question parce que moi, j'ai été un peu biberonné, même autour de moi, si tu fais une grosse école de commerce, il faut faire justement aller en banque d'affaires derrière, aller chez McKinsey, Et au final, toi, tu l'as fait. Et du coup, c'est pour ça que je me demandais pourquoi tu avais choisi au final majeur entrepreneur plutôt qu'une majeure, je sais pas, dans la finance ou dans un autre truc. En fait, très smart au final de faire des stages dedans, de te rendre compte qu'en fait, c'est pas ton mood, si je comprends bien, au final, d'aller dans l'entrepreneuriat. Et donc, dans cette majeure entrepreneuriat, on vous a demandé de monter différents projets ou c'est juste toi, en fait, dans l'expérience d'HEC, tu as monté différents projets différents niveaux? Alors, dans l'expérience d'associé, j'ai été amené à monter différents projets. Okay. Et dans le cadre de la majeure entrepreneur, on te pousse également à monter un. Franchement, c'est un super master, le master entrepreneur. Il y a plein de belles boîtes françaises qui en sont sorties. Avec une logique qui est assez différente de la plupart des, je dirais, cursus académiques, parce que c'est vraiment très pratique. L'année est séparée en 3 grandes parties. Une mission création, on te demande de créer un projet. Une mission reprise, on te demande d'aider une boîte qui est au tribunal de commerce, et une mission accélération, on te pousse à agir un peu comme un consultant pour une boîte en pleine croissance. Et c'est vraiment super pratique, c'est pas des cours très théoriques. La devise de ce master, c'est jetez-les à l'eau, ils apprendront à nager, enfin une des devises. Et donc moi, c'est un master que je recommande complètement, où il y a un sentiment d'appartenance vraiment très fort, des profils très différents, et plein de belles boîtes qui en sortent, et où on commence vraiment à mettre le pied à l'étrier. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. J'entends beaucoup dernièrement des gens taper entre guillemets un peu sur l'école de commerce. Je trouve que c'est bien, tu vois, d'avoir un retour sur HEC, ça m'a posé des bonnes bases. Justement, en fait, en termes d'entrepreneuriat, toi, ça t'a entre guillemets jeté à l'eau, tu dirais? Peut-être pour revenir sur le point de l'école de commerce, moi je comprends qu'on tape sur les écoles de commerce, du moins sur certaines parties du parcours qui sont très théoriques, ouais. Et où on a l'impression que c'est complètement décorrélé des compétences dont on a besoin dans le monde réel. Et c'est justement ce que j'ai apprécié au sein du master entrepreneur, c'est que on est mis en situation. Un des moments que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai eu l'opportunité via le master entrepreneur de faire le wagon sur la partie web development. Et honnêtement, c'est une compétence qui m'aide, mais tous les jours et de manière vraiment pratique. C'est pas comme les vieux cours de finance ou de je sais pas quoi qu'on n'utilise jamais, ouais. qui servent à rien et qui correspondent pas à la finance qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Donc je pense qu'il y a un décalage entre l'enseignement qui est fait dans les écoles de commerce et les compétences dont on a vraiment besoin dans la vraie vie. Je pense que c'est le cas de plein d'autres écoles, mais on prend le cas des écoles de commerce. Et je dirais que aller vers des enseignements beaucoup plus pratiques, nous apprendre des choses concrètes de la vie, comme déclarer ses impôts, coder un site, mettre en place un CRM, peu importe. C'est des choses dont on a vraiment besoin. Ouais, complètement, totalement aligné avec ça. C'est très bien, tu me fais un bon rebond. Comment t'es arrivé du coup à monter Folk en sortant de ton école? Comment ça s'est passé en fait, le début de Folk?
Ouais, écoute, c'est une super question. Après le wagon, j'ai commencé à coder en freelance pour me faire un peu la main et je gérais tous mes clients sur un Notion. J'adore Notion. À ce moment-là, surtout, c'était une révolution. Mais quand il s'agissait de gérer mes leads, mes prospects, c'était vraiment une galère parce que la donnée était entre mon calendrier, mon LinkedIn, mon WhatsApp, mes mails, je devais tout faire manuellement, j'étais complètement perdu. D'autant plus que mes leads et mes clients, c'était mon actif le plus important pour mon entreprise, pour mon business. Et donc je me suis dit, il y a vraiment un problème et j'ai commencé à regarder du coup les CRM du marché, Pipedrive, HubSpot, et j'ai mis ma casquette de consultant et je me suis rendu compte du décalage qui existait entre la satisfaction client et la qualité des produits et les revenus que faisaient ces boîtes, qui sont complètement insolents. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Thibaut Elzière, qui est le fondateur de eFounders à l'époque, Exa, qui est un entrepreneur super inspirant à plein d'égards et qui m'a dit écoute, moi mon rêve ça a toujours été c'est un entrepreneur dans le SaaS, donc ça a toujours été de réinventer le roi du SaaS, Salesforce. Je pense que j'ai une vision produit sur la manière de le faire. Je cherche des personnes pour constituer l'équipe fondatrice. Est-ce que ça te chauffe d'en parler? On a pris un café, ça a cliqué tout de suite et bam, ça a commencé comme ça et en mettant un pied devant l'autre on est parti dans l'aventure. Trop bien, belle histoire. Exa, du coup, pour juste ceux qui nous écoutent, tu peux expliquer, c'est un startup studio, mais est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu ce que c'est? Bien sûr, Exa, c'est un startup studio qui est basé à Paris, qui existe depuis 2010, qui a lancé quelques belles success stories comme Aircall, comme Front, comme Mailjet, comme Spendesk, comme Swan, donc pas mal, ils ont un beau success rate et dont le principe est assez simple, c'est que ils se positionnent comme étant un troisième cofondateur ou un quatrième cofondateur, dans le sens où ils apportent souvent une idée, s'associent avec des fondateurs sont l'équipe qui va dans les 8-12 premiers mois fournir des bureaux et de l'aide sur tout un tas de thématiques qui sont nécessaires aux boîtes comme le produit, le design, l'admin, les finances, etc. Ce qui explique le succès du modèle. Ok, et hyper intéressant. Et donc pour le coup, toi tu vas créer Folk avec Thibaut. Si je me trompe, avec Thibaut ou avec Exa, enfin c'est chez Exa, mais est-ce que Thibaut est un rôle opérationnel chez Folk aujourd'hui? Alors complètement, Thibaut a un rôle plus important chez Folk que dans les autres boîtes Exa. Okay. En particulier pour une raison un peu d'attachement émotionnel très fort. Et aujourd'hui, c'est le président de la boîte, il est au board, donc il a un rôle un peu plus important. Ok. Et donc du coup, vous êtes amené à monter Folk. Je pense qu'on n'invente pas comme ça le CRM de demain. T'as fait un parallèle qui est hyper intéressant. T'as parlé de Notion. En fait, moi, c'est assez marrant. Quand je prépare mes podcasts, je demande toujours un peu autour de moi à des gens qui sont susceptibles de connaître soit l'invité, soit sa boîte ou autre. Et à chaque fois que c'était Folk, on m'a répondu c'est le Notion du CRM. Je pense que c'est une analogie que t'aimes bien, a priori. Ça s'invente pas comme ça. Comment, en fait, tu disais, on a mis un pied devant l'autre. Ça démarre comment? Comment tu démarres, en fait, le Folk, le CRM? Qu'est-ce qui se passe sur le produit? Toi, qu'est-ce que tu apportes, en fait, tu vois, concrètement au tout début? Bien sûr. Ce qu'on a fait, c'est assez simple et il y a certaines choses qu'on a fait dans le mauvais ordre, mais où finalement, ça s'est bien goupillé. La première chose qu'on a essayé de faire, c'est de créer une page vitrine. Ouais. Une landing page où on expliquait notre vision. On a compris que le problème sur le marché du CRM était ça, et donc on a fait des maquettes du produit qu'on imaginait, assez approximatives. Quand on les revoit maintenant, on en rigole, mais assez approximatives pour voir quelle serait la résonance sur le marché. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une grosse résonance. On a eu 10 000 sign-up inscrits sur la waitlist, qui est vraiment énorme, et où à l'époque la vision était exacte. La vision de départ était aussi simple que tu la mentionnes, être le Notion du CRM. Donc Notion et tout un tas d'autres d'outils de productivité à l'époque avaient, je dirais, démocratisé une nouvelle manière de consommer du software, en particulier dans l'entreprise. Des softwares qui sont avec un design beaucoup plus léché, qui sont très simples d'utilisation,
très simples à customiser, par opposition au software à l'ancienne où on a tendance à passer par une agence pour les mettre en place, qui sont connectés à notre monde, connectés à nos différents outils. Et donc, on s'est inspiré de ça pour appliquer ça au monde du CRM. Il n'y avait aucune raison que cette nouvelle tendance, que ce nouveau paradigme d'utilisation et de consommation de ce logiciel ne s'applique pas à la catégorie reine du SaaS, qu'est le CRM. Donc, en partant de là, on a imaginé un CRM qu'on a mis sur une page vitrine et on a eu 10 000 inscrits et ensuite le travail c'était de parler à la plupart d'entre eux, enfin à une grande partie d'entre eux, pour essayer de comprendre dans les détails, dans la finesse quelle était la problématique, comment y répondre et c'est ce qui nous a amené à affiner notre vision et deux, construire le produit au fur et à mesure qui répondait à cette vision. Ok. Ouais, donc construire avec la communauté, au final. Exactement. Ok. Hyper intéressant, meilleure manière de construire une boîte. Et donc, du coup, première version, je suppose que vous buildez un MVP. De là, au tout début, vous commencez, tu vois, le jour où vous mettez on, vous avez combien d'inscrits, je sais pas, dans les 48 heures, etc. au tout début? Est-ce que ça va vite? Est-ce que ça a été plutôt progressif? C'est passé comment du coup au tout début? Alors l'histoire c'est vraiment qu'on a fait ce launch, on a eu 10 000 inscrits sur la waitlist et ensuite pendant 18-24 mois on a construit le produit. Okay. Le CRM c'est un outil où on s'est rendu compte que la barrière à l'entrée était très forte parce que en dépit du fait que la plupart des gens détestent Salesforce, détestent HubSpot, détestent Pipedrive, ces outils qui sont quand même matures. Et où donc il y a nous on appelle ça une checklist de choses qu'il faut faire, qu'il faut construire, qui est super importante. Et ce qu'on dit souvent en interne, c'est on se fait jamais virer pour choisir IBM, on se fait jamais virer pour choisir Salesforce. Le CRM étant super critique dans la stack logicielle d'une entreprise, on a tendance à vouloir faire le choix de la sécurité. Et donc pour revenir déloger des acteurs comme Pipedrive ou comme HubSpot qui ont leur réputation pour eux, il faut vraiment être au rendez-vous en termes de produits. Donc ça nous a pris 18 à 24 mois d'en arriver là, où pendant ces 18 à 24 mois, on donnait accès par batch successif à une petite partie de ces 10 000 personnes sur la waitlist. On voyait les retours, on les prenait, on notait, on priorisait, on améliorait le produit. Et ainsi de suite, par batch. Okay. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte que les retours étaient devenus bons et qu'on était satisfait à la fois des retours qualitatifs qu'on avait et des métriques plus quantitatives qu'on avait. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé publiquement. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Donc au début, en fait, ce que tu mesures, c'est vraiment le nombre, même pas tant le nombre de users, tu t'en fous un peu parce que tu les maîtrises, c'est plus la qualité des retours. Exactement. Tu as envie d'avoir, peu importe d'avoir un produit qui buzz, il faut que pour les personnes qui l'utilisent, ça soit un produit indispensable. Ouais. Et si c'est indispensable pour un petit village de personnes, ça le sera pour une très grande communauté, si tant est que tu construis sur un gros marché. C'est incroyable. Je suis en train de lire en ce moment le livre de Zero to One, c'est de Peter Thiel, que je pense que tu as déjà lu. Et il disait exactement ça. Tu vois, c'est la force du produit. Et si tu construis un bon produit, tu pourras conquérir, je vais y arriver, le monde facilement derrière, tu vois. Surtout si tu fonctionnes par batch. Donc, du moins, moi, ce que je dirais, c'est qu'il vaut mieux avoir 10 personnes qui notent ton produit 9,5 ou 10 sur 10 plutôt que 100 personnes qui le notent 7,5. Et c'est avoir un produit où on appelle ça que les personnes un lovable product, avoir un produit que les gens aiment vraiment, c'est une brique vraiment nécessaire pour construire un très bon business. En fait, tu as toute une stratégie de distribution qui doit y être associée, mais c'est une brique qui est complètement nécessaire. Ouais, complètement. Surtout que tu as raison sur un point, que c'est vrai qu'on calcule pas, mais pendant que tu le dis, ça me paraît évident. C'est que à partir du moment où tu es vraiment, un CRM, en fait, c'est quelque chose que tu adoptes au final. Donc c'est difficile, je pense, du jour au lendemain, de dire, vas-y, je vais switch complètement tout ce que j'ai sur HubSpot, sur Folk. Enfin, il faut en tout cas avoir effectivement une solution hyper forte de l'autre côté. Complètement. Et je dirais même que il y a plusieurs catégories de logiciels. Il y en a certains où tu as envie de passer le moins de temps possible. Par exemple, je sais pas, je prends Payfit, c'est un exemple. Moi, mon objectif, le Payfit, la valeur que j'y accorde, que on l'utilise chez Folk, c'est que ça me permet de passer le moins de temps possible sur ma paye. Ouais. Il y a certains autres types de logiciels comme Notion, comme les CRM, comme Folk,
où les gens passent littéralement des heures par jour sur ce software. Ouais, c'est Donc, où tu mesures la qualité de ce software par l'expérience dont tu en as, par les micro-interactions, par les détails, par les moments où le software te fait sentir intelligent, où il te donne une petite information dont tu sais pas que tu avais besoin, mais en fait, elle t'est utile. Et donc, c'est vraiment comprendre en détail la psychologie de l'utilisateur, ses besoins et comment y répondre. Et donc, c'est un travail d'artisan. Nous, ce qu'on dit, c'est que en interne, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'orfèvrerie, c'est de l'artisanat, c'est des micro-interactions, c'est des petits détails, et ensuite scaler ça. Mais c'est d'abord de l'artisanat. Ok, hyper intéressant. Et du coup, comment aujourd'hui Folk se différencie vraiment par rapport aux autres CRM? C'est un super point. Et franchement, c'est assez impressionnant à quel point HubSpot sont dominants sur le marché SMB mid-market. Alors que c'est un software qui a été créé en 2010, donc il n'y a pas si longtemps, il y a 15 ans, et ils ont eu une croissance fulgurante. Aujourd'hui, c'est la catégorie, c'est le segment de revenus chez HubSpot qui grossit le plus rapidement, alors qu'HubSpot est à l'origine un produit marketing. Et la raison, c'est que honnêtement, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives, il n'y a pas eu vraiment d'autres alternatives, c'est la moins mauvaise option. Mais quand on regarde dans le détail, nous on s'est amusé à scraper toutes les revues, les reviews HubSpot online sur toutes les différents sites de revues comme Trustpilot, G2, etc. Et à faire de l'analyse en utilisant de l'AI pour avoir une idée du sentiment global qu'il y avait sur HubSpot. Et on a recoupé ça également avec tous les calls qu'on enregistre avec de l'AI sur nos clients et pour avoir une idée du sentiment global que les utilisateurs ont sur HubSpot. Il y a 4 grands éléments qui sont ressortis. Le premier, c'est le setup, la mise en place. Aujourd'hui, on est habitué à des outils qui sont aussi simples à mettre en place qu'un Notion ou qu'un Notion ou que n'importe quel outil de productivité qu'on utilise aujourd'hui, où tu peux commencer très simplement en partant d'un template, mettre ça en place en quelques minutes. Là où HubSpot, tu dois souvent passer par une agence si tu veux quelque chose de custom. Et donc, tu la payes cette agence 3 à 5 fois le prix annuel de HubSpot, c'est compliqué, blablabla. Et dès que tu veux rechanger quelque chose, il faut faire appel à l'agence. C'est le premier point qu'on reproche à HubSpot. Deuxième point qu'on reproche à HubSpot, c'est que c'est un CRM qui est construit pour la manière de vendre d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, on vend de manière plus moderne, en utilisant du multi-channel, en faisant du social selling. HubSpot est fait principalement pour de l'email et c'est beaucoup plus dur de faire du LinkedIn, de faire du Sales Navigator, de faire du WhatsApp en utilisant HubSpot. Troisième point, c'est que HubSpot a été construit comme un CRM autour duquel plein d'autres catégories de produits se sont agrégées. Donc pour avoir une stack complète, il faut avoir 15 outils. Un outil de génération de leads comme Surf.com, un outil d'enrichissement qu'il faut connecter à HubSpot par API comme Dropcontact, un outil de séquence d'emailing comme Lemlist, etc., etc. Donc, ça rend la stack complexe et coûteuse. Et dès qu'on veut changer quelque chose, il y a 15 000 connexions API. Et dès qu'on veut former un nouvel employé, il y a 15 outils à maîtriser. Et le dernier point, c'est que HubSpot est très manuel. C'est un outil qui a été pensé à une ère où l'AI était même pas un sujet, qui a pas de côté intelligent. Ils essaient de mettre un chatbot au-dessus de leur interface, mais ça se voit que ça a été réfléchi après. Donc, je dirais que les 4 grandes problématiques d'HubSpot, c'est compliqué à mettre en place, 2, pas connecté à notre monde moderne et aux outils modernes de vente, 3, requiert 15 autres outils différents qu'on doit agréger pour vendre, et 4, très manuel, pas intelligent. Ok. Et c'est là où Folk en fait est venu. Ouais, justement, c'est les points sur lesquels nous on essaye d'être très fort. Ouais. Folk, on le met en place en quelques secondes, ça ressemble à un Notion, c'est une spreadsheet, donc c'est super simple à implémenter. 2, nous on est très connecté à LinkedIn, très connecté à Sales Navigator, on sort WhatsApp, parce que ce sera certainement sorti au moment où cet épisode sortira. On sort WhatsApp comme autre source d'intégration. On a une extension qui fonctionne sur toutes les social channels. Donc le multi-channel et le social selling sont des, je dirais, approches de vente qu'on a intégrées dans la conception même de notre software. 3, pour nous, il n'y a pas de raison de connecter 15 000 outils à ton CRM pour qu'il fonctionne. On a une extension qui te permet de capturer les leads depuis n'importe quelle plateforme en solo ou en bulk comme Surf.com. Tu peux faire des séquences d'emails directement depuis Folk. On est connecté à 6 différents outils d'enrichissement. Nativement, on fait du waterfall, c'est-à-dire que si on ne trouve pas dans le premier, on va dans le deuxième et ainsi de suite.
sans que tu aies besoin d'avoir d'abonnement dans chacun de ces outils d'enrichissement, sans que tu aies besoin de les connecter par API, juste ça marche. Et 4, on utilise l'IA de manière intelligente pour te rendre meilleur dans ton job, par exemple pour enrichir les contacts, par exemple pour identifier ceux avec qui t'as pas follow-up, en se basant sur ton historique de conversation et en te draftant ça pour toi. Donc c'est les 4 sujets sur lesquels on se différencie. Ok, trop bonne réponse. Évidemment, je retombe sur mes pattes, quoi. Trop bonne réponse. Mais pour le coup, ouais, moi vous m'avez eu sur l'enrichissement. Okay. J'ai trouvé ça incroyable parce qu'effectivement, dès que tu veux enrichir des données, tu fais le tour du web. T'as l'impression, tu dois t'abonner à tout. Alors que vous, en fait, c'est marrant parce que plus tu t'en parlais, plus je me rendais compte que mon expérience était exactement celle-ci. Parce que j'avais HubSpot, j'ai tout switch. Mais à un moment où c'était pas critique pour ma boîte aussi, c'est pour ça que je te dis que je pense que t'adoptes quand même un CRM à partir d'un moment et que du coup, tu te poses plus la question. Mais moi, Folk, ce qui m'a tué, c'est les 500 enrichissements. Je me suis dit, mais attends, c'est incroyable ça. Ouais, franchement, et je dirais que ça, c'est un design principle pour nous. C'est prendre des choses qui aujourd'hui sont très compliquées, que les gens font tous les jours, 15 fois par jour, et essayer de les rendre super simple. Et une manière de le faire, c'est en faisant du waterfall enrichment pour l'enrichissement. Il y a d'autres sujets où ça va être avec de l'IA, il y a d'autres sujets où ça va être avec d'autres technos, mais nous, ce qu'on veut, c'est juste faire en sorte que on sait que les personnes qui font de la vente ou qui font qui ont besoin de faire beaucoup de gestion de relations dans le cadre de leur métier, ce qu'ils font le mieux, c'est ça. C'est faire de la gestion de relations, c'est interagir avec quelqu'un, c'est lui parler dans le blanc des yeux et connecter émotionnellement. Bien et donc, sûr. Ce qu'on veut, c'est juste que tu passes le moins de temps possible à gérer ton fucking CRM, à faire des trucs manuels, bouger des gars dans des pipelines, écrire des trucs manuellement. Ça, on le fait pour toi et qu'on laisse à ces personnes-là l'opportunité de passer leur temps sur ce qu'elles font de mieux, connecter avec d'autres personnes. Ouais, complètement. J'avais une des questions qui était, tu dis souvent que tu voulais redonner du sens à la gestion des relations en créant. Ma question c'était, c'est quoi pour toi une relation bien gérée? Mais du coup, tu viens d'y répondre d'une certaine façon. C'est une relation où en fait tu es concentré sur toi, le fait de passer du temps à la gérer et pas à organiser tout ce qui va autour, si je comprends bien. Moi, je dirais que la meilleure manière de penser à ça, c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand je pense à une relation que je trouve saine avec quelqu'un, c'est une relation qui a l'air naturel, qui a l'air personnalisé, où j'ai pas l'impression que c'est un chatbot qui me parle, où j'interagis avec la personne en ayant tout le contexte de nos conversations d'avant. On sent que si on a échangé, j'ai pas tout oublié. Et le but, c'est que ça, c'est facile à faire avec ses amis ou avec ses connaissances professionnelles très proches. Mais à partir du moment où j'ai des centaines de relations avec qui je dois avoir tout ce contexte, c'est très dur de l'avoir. D'où la besoin et encore plus quand on est en collaboratif, quand il y a plusieurs personnes dans la boîte qui interagissent avec plusieurs autres personnes de plusieurs autres boîtes. Et nous, ce qu'on veut recréer, c'est ce sentiment de familiarité, de personnalisation, de connexion humaine à grande échelle. Pourquoi? Parce que c'est ce qui marche dans le business. Ouais, ok. Hyper intéressant. J'ai cru lire que tu avais mentionné récemment que vous avez atteint 100 000 utilisateurs en 4 ans. Ouais, ok. Est-ce que tu comptais dedans, du coup, les 18-24 mois de test au début? Alors, là, on doit être franchement beaucoup. Je pense qu'on doit être à 250 000 utilisateurs. Ah, d'accord. Ok. Donc, okay. Non, ça va vite. On est content. Sur les 18-24 mois de test, c'est compté dedans, mais c'est négligeable. Ça doit être 20-30 000. Ce qui veut dire que vous avez 200 000 utilisateurs sur les 2 dernières années. Si. Exactement. Incroyable. Ouais. Non, c'est une belle histoire. Bientôt 3500 entreprises payantes, clientes. Donc, belle histoire. Qu'est-ce que tu veux dire par 3500 entreprises clientes? Dans le sens... 3500 entreprises, dans lequel une entreprise, tu peux avoir plusieurs utilisateurs qui ont un abonnement avec. Ok, ouais, donc est-ce que vous avez beaucoup de grands groupes ou est-ce que vous avez plutôt un positionnement mid-market? Non, c'est exactement ce que tu dis, on a un positionnement mid-market. On construit pour un persona, c'est des SMBs, c'est des boîtes qui ont besoin de simplicité, et c'est ceux qui on veut rendre la vie plus simple. Ouais, vous n'avez pas vocation à vous adresser. De toute façon, de par le design que vous adressez, exactement, ça parlerait pas. Ok. C'est quoi pour toi justement les leviers principaux de la croissance que vous avez pu avoir là pendant 24 mois? Qu'est-ce qui a été game changer dans ce que vous avez fait? Quelles sont en gros les bonnes décisions que vous avez prises? Plusieurs choses. Je dirais que la première chose, et pour moi la plus importante, c'est que je vais le dire en anglais parce que c'est comme ça que je connais la phrase, mais c'est the ultimate growth hack is word of mouth. La meilleure manière d'avoir un produit qui croît de manière très rapide, c'est d'avoir
un produit dont les gens parlent. Et avoir un produit dont les gens parlent, c'est avoir un produit dont l'expérience est très bonne. Donc, je dirais que la première chose, c'est avoir un bon produit. Et c'est le plus dur, évidemment. C'est le plus dur parce que le diable est dans le détail et dans la compréhension fine des problèmes et dans la capacité à répondre avec des solutions à ces problèmes. Donc, c'est avoir un bon produit. C'est vraiment le point de départ. Ensuite, on a déployé plein de stratégies différentes en go-to-market. Il y a une grande thématique aujourd'hui dont on parle en go-to-market qui est le fait de trouver l'alpha. Donc le fait de trouver des stratégies de go-to-market qui nous donnent un avantage comparatif par rapport aux autres entreprises avant qu'elles le fassent. Pourquoi ? Parce que un channel a tendance à fonctionner jusqu'au moment où il ne fonctionne plus. Les boîtes qui gagnent, c'est des boîtes qui sont capables systématiquement de trouver les channels qui fonctionnent et de les épuiser jusqu'au moment où ce channel fonctionne plus et qui ont cette capacité à trouver de nouveaux channels par une force d'itération en interne qui est rapide, qui est quantifiée, qui est créative. Okay. Les channels pour nous qui ont eu tendance à fonctionner, finalement, on a fait pas mal d'influence, notamment sur LinkedIn. On a fait beaucoup de SEO. On a fait beaucoup d'affiliations. Donc, il y a des boîtes qui vendent Folk pour nous, beaucoup d'agences sales qui vendent Folk. On a 1500 partenaires aujourd'hui qui vendent le software pour nous et qui prennent un pourcentage du revenu. Et du paid sur toutes les plateformes, Google, Meta, LinkedIn, Reddit, en retargeting, etc. Et enfin, le dernier point, c'est une présence social media, beaucoup de launch, être tout le temps en train de lancer de nouvelles choses sur Product Hunt ou autres pour être sûr d'être tout le temps top of mind. Ok, bonne strat. Tu m'as dit un peu en off au début du podcast, avant que le podcast commence, que vous aviez une majorité quand même de clients aux US. Yes. Ok, c'était un choix, je suppose. Est-ce que c'était un choix ? Je dirais à moitié. On a choisi d'incorporer la boîte aux US parce que on savait dès le début qu'on serait amené à lever des fonds avec des fonds américains, du moins qu'on voulait lever avec des fonds américains, et que les US naturellement est un gros marché pour le software, plus mature, où on achète plus rapidement, les cycles de vente sont plus rapides, la willingness to pay est plus élevée. Ouais. Donc, mais après, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi important. C'est presque 40% de notre revenu, et c'est le marché sur lequel ça marche le mieux. Ok, mais vous avez déployé en fait les mêmes actions globalement en France aux US, juste les US sont plus pris quoi. Exactement. Okay. Donc globalement nos plus gros marchés c'est US, 2 c'est France UK mais quasiment à l'identique, et ensuite c'est Allemagne, Canada, Australie. Ah, vous êtes déjà open, vous avez ok ça ok, original. C'est marrant parce que tu vois quand j'en discutais un peu avec Guillaume que j'ai reçu ici de l'Emlist, ça a été pas la même stratégie. Tu vois, j'ai reçu aussi Victor de celle-ci et c'est des stratégies très moi, je dirais marché individuel, tu vois, France, puis UK, puis machin. Vous, en fait, dès le début, vous avez fait un peu un truc style... Enfin, vous avez ouvert l'acquisition, je vais y arriver. Je dirais que... en fait, dans le fait d'avoir de l'usage dans un pays, il y a beaucoup de word of mouth. Ouais. Il y a beaucoup il y a, en tout cas nous, une grande partie de notre acquisition est organique. Donc on se rend compte que le produit est utilisé dans pas mal de pays et on se rend compte qu'on a du revenu qui vient de ces pays. Ensuite, quand on prend une stratégie de go-to-market, par exemple de l'ADS, on va avoir tendance à viser les grands pays principaux dans lesquels on s'est rendu compte qu'on faisait du revenu. Et ensuite, on prend des décisions qui sont basées sur de la data pour se dire dans quel pays on continue d'investir. Et souvent, les pays où on avait les meilleures performances, c'était les US. Donc, c'était le pays où on mettait le plus de budget. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et je comprends totalement la stratégie opposée qui consiste à se dire on va vraiment focus nos efforts sur un pays pour créer un effet assez critique, oui. À partir duquel on fait vraiment beaucoup d'écho. Nous, c'est US, Western Europe, et la raison étant également que on a peu d'opérations, on est très self-serve, on peut commencer à utiliser le produit en 3 clics en mettant sa credit card, donc qui nous permettent d'avoir cette expansion internationale de facto. Ok.
Ouais, mais c'est hyper intéressant. Et c'est peut-être la meilleure manière de faire de l'acquisition, c'est trop intéressant. Folk est disponible en combien de langues aujourd'hui? Aujourd'hui, Folk est disponible en une seule langue, donc Ok. en anglais. C'est la limitation de cette expansion internationale. On commence beaucoup à se poser la question d'avoir d'autres langues, Ok. notamment pour le site marketing et notamment pour le produit. Après, on a quand même une obsession en interne, c'est d'être focus, en particulier sur nos choix produits. Donc, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Est-ce que c'est le bon choix à faire maintenant? Est-ce que ça rajoute pas une surface de maintenance inutile dans la mesure où une grande partie de notre audience est quand même English speaker? Ah, bien sûr, c'est la langue reine après. Donc, dans tous les cas, pas forcément. Ok, hyper intéressant. Euh, je me suis pas vraiment intéressé. Enfin, tu l'as mentionné, vous êtes financé du coup par des fonds américains. Ça, du coup, c'était volontaire. Vous avez fait ça au tout début de Folk? Alors, on a fait ça au tout début de Folk avec Axel, qui est un faux que moi j'admirais beaucoup, enfin que j'admire toujours, qui a investi dans Slack, Dropbox, Facebook, etc. Donc c'est un et en particulier avec Philippe Botteri que je salue s'il nous écoute, qui a une expérience dingue dans le VC, qui a vu des boîtes, des dizaines et des dizaines de success stories, donc qui est capable de nous partager ça avec nous. En plus du fait qu'Axel soit un logo, soit une brand Ouais. qui aide à rassurer pour les candidats ou les clients. Et ensuite, on a complété ce tour avec ce que nous, on appelle des angel operators. La thèse, c'était que pour monter une boîte, il y a un certain nombre de compétences dont tu as besoin pour faire en sorte de maximiser les chances que cette boîte réussisse. Dans notre cas, il faut qu'on soit très bon en design, en produit, en tech, en customer success, en customer support, etc., etc. Souvent, ces compétences, tu peux pas les recruter pour avoir accès à la meilleure compétence Ouais. mondiale, aux stars, surtout quand tu es une petite boîte. Donc la meilleure manière d'avoir accès à ces compétences, c'est en impliquant ces gens au capital, en les ayant comme des angel operators. Et donc, par exemple, si je réfléchis aux sales, on a le VP Sales de Figma. Si je réfléchis au Customer Success, en Angel Operator, on a l'ancien VP Customer Success de Notion. Et si on réfléchit, je sais pas, à la tech, on a le CTO de Alan ou le CTO d'Algolia. En plus de ça, des founders qui nous ouvrent des portes, comme le founder de Dropbox, le founder de Webflow, le founder de Conto, etc., etc. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça aide. Ok, trop intéressant. Mais donc, du coup, limite, il y a eu. En fait, vous avez écrit une histoire US, un peu sans le vouloir, mais. Mais en le l'histoire voulant a un fait peu que. quand même. Ouais, voilà. L'histoire a fait que. Ok. Ok. Et aujourd'hui, du coup, chez Folk, vous êtes combien? Est-ce qu'il y a une équipe? Est-ce que vous avez des bureaux? Parce que tu me disais tout à l'heure que vous étiez, du coup, toi, tu étais aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, mais vous n'avez pas de bureau aux US, enfin, à part via les fonds. Mais du coup, est-ce que vous avez des bureaux ici? Est-ce qu'il y a une structure? Vous avez recruté? Enfin, Ouais, comment est-ce que vous avez complètement. avancé? Nous, notre vision, et je pense qu'on en parle beaucoup en ce moment sur les différents réseaux, c'est le fait que on peut être une boîte avec une très petite équipe et avec des revenus qui sont insolents, Ouais. et que d'autant plus à l'ère de l'AI, et d'autant plus quand tu fais des softwares dont une grande partie peut être générée en self-serve. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec le CEO de HubSpot que j'ai rencontré, qui est un gars super inspirant, et qui me disait que une des plus grosses erreurs qu'il ait fait, c'est corréler très fortement son revenu au nombre de sales qu'il était capable de recruter. Et on devient addict à ce modèle. À partir du moment où la seule manière de générer plus de revenus et de recruter plus de sales, forcément, pour devenir une très très grosse boîte, il va falloir avoir beaucoup de personnes. Bon, il s'en est pas trop mal sorti, mais en tout cas, c'est un learning que moi j'ai voulu incorporer très tôt dans ma boîte, et avoir l'idée que dès qu'on doit recruter quelqu'un, dès qu'on se dit qu'on doit recruter quelqu'un en interne, je vais être le premier à challenger ça. Pourquoi on a besoin de le recruter? Est-ce que c'est pas quelqu'un que quelqu'un d'autre peut faire?
ou qu'on peut faire automatiser avec de l'AI, typiquement sur le customer support. On pourrait avoir 10 personnes sur le sujet et nous, on utilise très allègrement des solutions d'AI qu'on raffine de semaine en semaine pour avoir un rendu toujours meilleur. Et ça nous fait gagner énormément. Et je crois beaucoup aux petites équipes efficaces, un peu commando, où les gens ont beaucoup d'ownership, qui utilisent les outils modernes pour aller beaucoup plus vite. Et où ça crée pas cette inertie naturelle. Donc ça, c'est ma vision. Mon rêve, ce serait d'arriver à 100 millions d'euros de revenus avec moins de 100 personnes. Aujourd'hui, on est une toute petite équipe. On est un peu moins de 25. On est distribué entre la France, l'Espagne et l'Italie et le Portugal. On a une culture où c'est intense. Mais je pense que les gens ont un vrai attachement pour la boîte. Je suis super fier de l'équipe qu'on a. On a un vrai attachement pour la boîte. On s'amuse, on rigole ensemble. Hier, on était toute l'équipe était à Paris et on est allé faire un petit événement et on a dîné tous ensemble et on a sûrement un peu trop bu, mais il y a une espèce de camaraderie que j'apprécie beaucoup et où on fait des choses, on est fiers de nous et on fait des choses, on travaille intensément et on fait des choses très sérieuses, mais avec une espèce de légèreté que moi j'apprécie beaucoup et on essaie de recruter des gens qui ont cet état d'esprit, qui sont très ambitieux, qui ont envie d'aller vite, qui ont envie de mettre de l'effort, qui ont un souci du détail et du travail bien fait et en même temps qui se prennent pas trop au sérieux. Donc voilà, c'est le type d'équipe qu'on a construit. Je fais une réponse longue à ta question, mais c'est trop bien. Je réponds à toutes mes questions. On est distribué en Europe, mais avec un bureau à Paris, okay. où on permet quand même aux gens de se retrouver. Et moi, je crois beaucoup à ce modèle semi-hybride où le remote, c'est super fort pour pouvoir avoir accès à un plus grand pool de candidats. Ouais. C'est un argument de recrutement très fort, d'autant plus à un moment où les boîtes arrêtent de recruter en remote. Être dans un bureau, il y a une forme de magie. Est-ce qu'on peut pas combiner les deux ? Je pense que oui. D'autant plus quand les boîtes pour lesquelles ça marche pas le remote, c'est des boîtes dans lesquelles souvent c'est des boîtes où il y a beaucoup de gens et où les gens sont moins motivés. Je pense pas du tout que ce soit un problème qu'on ait. On a une équipe qui a hyper envie de tout défoncer. Donc, on réussit bien à combiner les bénéfices de ces deux modèles. J'adore ta réponse. Je suis trop aligné avec cette vision. Nous, on a exactement le même modèle. Et par contre, on s'est rendu compte d'un truc. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai un peu moins. J'ai 23 personnes. Donc, environ 25. Et je me suis rendu compte d'un truc. Donc, ils sont dispatchés. J'ai quelques personnes au Maroc. Mais j'en ai beaucoup qui voyagent. J'en ai au Maroc, en Espagne aussi, en Suisse. Et après, j'en ai qui voyagent un peu tout le temps. Et en fait, on a remarqué quand même un truc, c'est les conditions de travail. Tu sais, quand tu travailles chez toi, je sais pas si c'est un truc que vous avez trop géré, mais on a eu du mal à un moment à gérer la collaboration entre tout le monde. Parce que, tu sais, t'en as qui bossaient en espace de coworking, par exemple. Au bureau, nous, on a des bureaux à Bordeaux, du coup. Ce qui est pas Paris non plus, donc c'est pas un truc où t'as tout le monde qui passe à Bordeaux. Il faut le reconnaître. Ça, c'était, par exemple, pas très smart. Mais pour autant, du coup, moi, j'ai fait un move en janvier, c'est que j'ai pris des abonnements à des espaces de coworking pour tous mes collaborateurs. C'était nécessaire chez nous. J'avais ce problème, en fait, des conditions de travail dans lesquelles certains travaillent. Je trouve ça a impacté le truc. Tu sais, il y en a qui travaillaient chez eux. T'avais, je vais dire une bêtise, je vais un peu grossir le trait, mais je pense à une personne en particulier dont le mari bossait à côté, donc on entendait, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de calls, on l'entendait au téléphone, etc. Ça devenait gênant. Est-ce que comment vous gérez, en fait, la collaboration à distance ? Ouais, c'est un point auquel on accorde beaucoup d'importance. Nous, la condition, on est une boîte dans laquelle on fait beaucoup confiance. Confiance, on recrute des gens qui sont plutôt seniors, qui ont beaucoup d'ownership et donc où ça se base sur un principe de confiance. Mais pour reprendre une expression très connue, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Mais plus sérieusement, non. Du coup, comme on fait confiance, on s'attend à ce que ces personnes se débrouillent pour être dans d'excellentes conditions de travail. On donne un budget coworking s'il y a besoin, ou alors si t'as pas de budget, si tu veux pas aller dans un coworking, faut que t'aies un très bon setup chez toi. Et honnêtement, en étant super clair sur les attentes, dès l'onboarding, en donnant les outils en termes de budget notamment pour pouvoir trouver une solution si tu l'as pas à la maison, pour nous ça se passe pas trop mal.
Ouais. Ouais, en fait, c'est une question. Enfin, ça, c'est un exemple, tu vois, mais c'est plus. J'ai remarqué du coup que les packages n'étaient pas les mêmes. Tu vois, j'ai eu une boîte où on avait des gens en interne qui étaient motivés par un certain nombre de choses. Et là, sur cette boîte-là, qui est full remote et pour exactement les mêmes convictions que celles que t'as avancées tout à l'heure pour Folk, j'ai juste remarqué qu'au final, le package, tu vois, budget coworking était crucial. On a même, par exemple, on a une assurance voyage, parce que j'en ai beaucoup qui bougent beaucoup, que c'est nous qui prenons la charge. Et tu vois, ça, typiquement, c'est un Bien truc que sûr, j'aurais jamais pensé, bien sûr. mettre un budget sur ça, honnêtement, à l'origine. Et au final, ça fait toute la différence. Mais je trouve que, ouais, je trouve ça intéressant. Je m'attendais, en fait, à ce que tu me dises. On a des bureaux à Paris. En fait, j'avais un peu, en toute transparence, la vision de Folk, tu sais, en mode Startup Nation française. Non, moi je déteste ça, Et les boîtes où t'as des baby-foot à l'entrée. je m'attendais un peu à ça. Ah, Mais je suis content. vraiment, c'est ce qui nous donne de l'urticaire. Ok. Je critique pas, hein, Ouais. je critique pas, c'est certainement, il y a plein de boîtes qui se retrouvent très bien dans ce type de culture où un peu bonhomme, on va tous aller boire des bières à la fin et on va discuter de la stratégie de la boîte autour d'un baby-foot. Nous, ce qu'on voulait, c'est avoir une culture plus inclusive, où on pouvait avoir des gens de différentes cultures très tôt, plus mixte en termes de genre, ce qui est quand même, je trouve, pour nous une réussite, et je vois les bénéfices. Plus mixte en termes de seniorité, pas avoir uniquement des petits jeunes, sachant que moi je suis très jeune et donc on a dû compenser par rapport à ça. Donc non, on a essayé justement de se construire comme étant différent de la boîte typique de la Startup Nation. Ok, ouais, hyper intéressant. Tu viens de dire du coup que tu étais un peu jeune, tu as dit tout à l'heure on recrute des seniors. C'est dans vos... Toi, c'est un truc que tu recherches, avoir des gens vraiment seniors dans leur verticale, etc. C'est une strat, hein, c'est... Non, non, déjà je dirais que mon associé, Jean-Yves, qui est le CTO de la boîte, déjà il est beaucoup plus senior que moi. Ouais. Je sais pas, peut-être 12 ou 14 ans de plus. Je sais pas quel est son âge, honnêtement, il faudrait que je lui redemande, mais en tout cas, il est beaucoup plus senior que moi, et en particulier au sein de l'équipe technique, on a été amené très rapidement à recruter des gens qui sont seniors parce que Vous en le avez métier besoin. le requiert pour Ouais. recréer. Et donc, comme l'équipe technique est la première équipe qu'on a staffée, on a été amené à recruter d'emblée des gens un peu seniors. Après, moi, je crois beaucoup aussi à la fougue de la jeunesse. Et je pense que dans une équipe, dans une boîte au sens large, on a besoin des deux. Quelques personnes seniors qui ont déjà vu ça. Et quelques personnes juniors qui ont envie de tout défoncer. Et parfois, quand on trouve une personne qui a les deux, ben ça c'est Let's go. jackpot. Ouais, ok, trop bien. Une question que je t'ai pas posée, c'est quoi ton rôle, toi, opérationnel chez Folk? Parce que du coup, on a parlé un peu de Thibaut, là, tu m'as parlé de Jean-Yves, si je me trompe pas. Yeah. Euh, GY pour les internes, GY. pour les intimes. Et c'est quoi ton rôle à toi, vraiment un peu au quotidien? Yes, je suis le CEO de la boîte et honnêtement, je fais euh, globalement trois, quatre choses. Un, du produit. Donc, j'aide l'équipe produit en faisant des reviews de maquettes, de design et en essayant moi aussi de parler à des utilisateurs tout le temps parce que je pense que cet insight produit qui alimente la vision produit de la boîte. Et de la go-to-market. Donc, je gère l'équipe go-to-market sur les stratégies d'acquisition, les lancements. On a des personnes qui ont beaucoup d'ownership, donc qui gèrent par elles-mêmes, mais je coordonne un peu. Trois, tout ce qui est, je dirais, admin financier. En particulier, je sais pas si je dois gérer les investisseurs, faire les boards, envoyer les investor updates, tout ce genre de conneries. Et quatre, quand il y a du recrutement. Quand il y a du recrutement, je suis impliqué. Mais Ok. en gros, mes journées se split comme ça. Donc c'est assez divers. Il y a plein de choses différentes, honnêtement. C'est ça que j'aime. Je suis, ouais, franchement, il y a peu de journées où je m'ennuie et peu de journées qui se ressemblent. Tant mieux. Ouais. C'est quoi, du coup, ton plus grand défi depuis le lancement de Folk? Qu'est-ce qui a été le plus... ce que j'entends derrière défi, c'est pas forcément négatif. Bah, on croit que ça m'intéresserait. Tu vois, de voir le truc qui t'a le plus un peu matrixé, je dirais. Et de l'autre côté, le truc qui a été un gros défi, mais dont tu es très fier. Ok. Écoute, moi je dirais que les deux choses les plus dures, je pense, c'est le people, construire une bonne culture. C'est quelque chose sur laquelle on a passé beaucoup de temps. On a dû se séparer de certaines personnes, ce qui est quand même des expériences dures, même à titre
même en tant que manager. Je suis super fier de la culture qu'on a aujourd'hui, mais ce qu'on dit souvent, c'est que notre culture c'est un produit, donc qui est vivant, ou qu'on construit intentionnellement, ou parfois il y a des choses qui marchent pas et qu'il faut qu'on arrange. Mais la culture, les people, c'est un sujet dur. Et un des éléments qui me rend vraiment content, c'est qu'on a une rétention de dingue au sein de la boîte en termes de people. Le deuxième point que je trouve dur, moi, on se rend pas compte à quel point c'est demanding de construire un très bon produit sur une catégorie très mature. Et donc construire un bon CRM, on paper, sur le papier, moi je m'attendais que ça soit dur. Et en fait, c'est extrêmement dur. Et honnêtement, ce qui est marrant, c'est que on rigole souvent de ce point avec Thibaut, alors que lui, il en a vu, tu vois, des boîtes, il en a créé des business la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est quand même, le CRM, c'est un marché gigantesque, le plus grand marché du software. Il y a une opportunité de dingue, mais c'est dur de rentrer dans ce marché-là. Et tant mieux pour ceux que ça crée une barrière à l'entrée par la suite. Mais voilà, je dirais que c'est les 2 points. Ok. Est-ce que vous avez fait enfin, je suppose que oui, mais c'est quoi les erreurs principales, tu sais, que tu as pu faire là sur les 24 derniers mois, je dirais, et que tu essaierais d'éviter, tu vois, si tu pouvais. Ouais, bien sûr. Moi, je dirais que un des sujets, je dirais que c'est 2 choses. La première, c'est que il y a beaucoup de bruit en fait. Il y a beaucoup de bruit sur LinkedIn, sur Twitter. On entend des success stories de partout. L'AI, ça nous permet de faire ça, etc. Et c'est de céder au discours marketing de se laisser tenter par construire des choses uniquement pour mettre des paillettes. Et en particulier, au niveau de l'AI, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de choses qui marchent pas. Il y a quelques produits qui sont exceptionnels, qui créent un impact de dingue. Et moi, je pense que le plus gros learning, c'est de ne pas essayer d'intégrer une techno qui est en recherche d'un problème, mais c'est de rester sur les basiques. Quel est le problème de mes utilisateurs? Comment je vais les régler? Et ne jamais perdre ça de vue. Ne jamais perdre ça de vue. Ça, c'est le premier point. Et je dirais que le deuxième point, et ça, je pense que beaucoup de boîtes le font, et je pense pas que ça soit très bénéfique, c'est de construire une boîte pour les investisseurs, plutôt que de la construire pour que ce soit un bon business. On sera rentable, nous, d'ici quelques mois, donc je suis super content. Ça va être un gros step pour la boîte. Enfin, un milestone un peu symbolique, même si ça change pas grand-chose, mais symboliquement, c'est assez cool. On s'est dit, avec mon associé Jean-Yves, que on se le dirait mutuellement. C'est à un moment où on a l'impression de ne pas construire la boîte pour l'intérêt du business, mais pour nos investisseurs ou pour autre chose, parce que c'est pas la bonne décision à prendre à long terme. Voilà, c'est deux états d'esprit super importants dans lesquels j'ai pu parfois me surprendre à ne pas penser de la bonne manière, j'ai course correcte et heureusement je suis bien entouré, mais que je me dirais que je me donne comme des chemins de conduite. Ok, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, que tu étais bien entouré. Du coup, c'est bien parce que ça te permet d'éviter certaines erreurs ou de te remettre dans le droit chemin. Tout à l'heure, tu me disais, on a des... Angel Operators. Angel Operators, exactement. J'avais Investor en tête. Et là-dedans, tu as des founders, tu as des VP, etc. C'est des gens qui sont au board, en fait, avec qui... En fait, ce que je veux dire, c'est dans la relation, ça se passe comment? Tu te poses des questions, tu les mobilises, ou non, en fait, tu fais des points hyper réguliers avec eux et ils te challengent, Alors honnêtement, ça dépend des personnes parce que c'est des relations humaines. Donc avec Thibaut, par exemple, on a un board tous les mois et on se voit toutes les semaines. Donc Thibaut, c'est peut-être la personne qui a le plus d'impact de très très loin et qui connaît la boîte par cœur. Qui a vu 15 boîtes avant et donc qui a un énorme impact et qui est
et qui est franc du collier. Tu vois, quand il a envie de te dire quelque chose, il va pas passer par quatre chemins. Et on a une relation dingue, honnêtement. Donc ça, c'est un premier point. T'as toute la structure EXA derrière, notamment Quentin et Amaury, qui connaissent bien le business, qui envoient plein d'autres, donc qui ont beaucoup d'impact pour nous. Philippe Botteri, chez Axel, s'il y a quelqu'un qui connaît le sujet du SaaS B2B, c'est une des personnes dans le monde qui connaît le mieux le sujet. Et ensuite, nos angel investors que je contacte de manière ad hoc sur des sujets spécifiques, en particulier quand je vais à San Francisco. Mais par exemple, si je me pose une question sur comment mettre en place un modèle de referral et que tu peux te faire un point d'une heure avec Arash Ferdozi de Dropbox, c'est un peu magique, quoi. Donc, c'est clair. Donc franchement, voilà. Tu serais bête de pas le faire, c'est clair, à ce stade-là. Ok, écoute, hyper intéressant. En fait, ce qui est super, c'est que à chaque fois que je te posais une question, tu répondais à d'autres sous-questions. Donc, je trouve que c'est très complet. C'est trop bien. C'est quoi ta vision de Folk, du coup? Là, en fait, j'ai envie de dire dans les prochaines années, j'avais noté dans les prochaines années, j'ai l'impression que vous allez à une telle vitesse qu'en fait, la vraie question, c'est quoi c'est comment tu vois Folk l'année prochaine, tu vois? C'est plus ça. Moi, je crois à un monde où chaque personne a son propre sales assistant, qui travaille en symphonie, pour faire en sorte que l'entreprise vende plus, que l'entreprise vende mieux. Et dans ce monde, je pense que le métier des sales, le métier de la vente, est fondamentalement différent. Et il se concentre principalement sur ce qui est fondamentalement humain dans l'activité de vendre. Rencontrer quelqu'un, que ce soit par visio ou dans la vraie vie, le regarder dans le blanc des yeux, créer une connexion émotionnelle et convaincre cette personne de nous faire confiance, de signer un deal, peu importe ce que ça soit. Et nous, notre rôle, c'est juste de créer l'infrastructure qui permet de supporter ça. Qui te permet de capturer toute la donnée depuis tous les channels différents que tu as, avec lesquels tu interagis avec tous tes leads, de centraliser cette donnée à un seul endroit, de la bonne manière pour toi et pour toutes les personnes de ton équipe, de l'enrichir autant que faire se peut, de la structurer de manière ordonnée et de te fournir l'information dont tu as besoin au bon moment pour interagir avec ces leads et pour leur donner pour avoir des conversations authentiques, organiques, et te permettre de driver plus de business. Ok, hyper intéressant, hyper clair pour le coup. Est-ce que vous avez prévu, parce que tu disais que vous avez démarré avec une levée, vous n'avez pas fait d'autres levées depuis le... Non, justement, on a fait une grosse levée de 9 millions, mais ensuite, on s'est dit qu'on n'avait pas besoin de plus pour être une énorme boîte. Donc on sera bientôt rentable en plus. Donc il n'y en a pas de nouvelles prévues du coup. Ok, hyper intéressant. Écoute, je te remercie, c'était hyper intéressant. Franchement, j'ai adoré. Tu as répondu à plein de questions, je trouve ça trop intéressant. Ce que je te propose, si t'es ok, moi j'aimerais bien refaire un épisode avec toi dans un an, tu sais, pour mesurer. J'aime bien faire 2 fois les épisodes. Là, je vais refaire avec Guillaume justement pour voir un peu c'est quoi, enfin, c'est en préparation et pour voir un peu du coup quelle est la suite, tu vois, en gros de l'Emlist depuis qu'on s'est eu. Et j'aimerais trop qu'on fasse exactement la même chose d'ici un an, ou enfin on cadrera ça, tu vois, en fonction des agendas, mais limite ailleurs, hein, si on peut la faire à San Francisco, ça pourrait être trop bien. Avec grand plaisir. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter, c'était trop sympa. En plus, en retrouvant un visage que je connaissais il y a 20 ans sur les bancs d'Ernest Renan, donc il y a un côté un peu marrant, mais trop cool. Merci de m'avoir reçu. Trop bien, merci. À bientôt tout le monde, et encore merci du coup pour ce super épisode.